aussi à travers aujourd'hui ce programme de recherche-action de la plateforme POPSU Territoire, avec un arpentage, une installation au long cours sur le territoire, et puis surtout un ancrage fort avec vous, les élus, les habitants, puisque nous souhaitons que cette recherche ne soit pas intégrée, insérée dans un laboratoire de recherche, mais bien sur site, sur le terrain, et c'est ce que nous tentons de faire à travers ce programme de recherche action et ce programme embarqué. Et puis, troisième vocation du PUCA, c'est celui de travailler à la capitalisation, la valorisation et la diffusion, ce que nous faisons à travers les nombreuses publications que vous avez pu découvrir sur la table de presse qui vous était proposée, mais aussi par un certain nombre d'autres supports que nous développons, des podcasts, mais également, par exemple, des films, comme celui que nous avons tourné lundi et mardi à Arvieux, à la découverte de votre territoire. Je voudrais enfin remercier dans les nombreux partenaires qui organise cet événement, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la DHUP, merci à son représentant d'être parmi nous dans la salle, et à l'accompagnement au long cours de la sous-direction aménagement durable. Alors ce programme POPSU, pour être très rapide sur en quoi ça consiste et qu'ont proposé finalement l'équipe de chercheurs. Premier élément, c'était une observation territoriale qui a été construite au long cours, pour essayer de comprendre finalement quels sont les grands enjeux contemporains qui nous traversent. Ici, la question du numérique au sein d'Arvieux, mais de ne pas l'observer de manière abstraite, pas hors sol, mais bien en étant localement installé et en réunissant ce que vous avez fait pendant ces 2 jours, les acteurs économiques, les habitants. Vous avez été très nombreux à y participer et vous êtes encore très nombreux. Merci beaucoup. Et puis aussi la société civile, qu'on a vu comme pilier indispensable de la réussite de ce territoire. C'est aussi, on l'a dit, une recherche-action. Une recherche-action, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement réunir les acteurs, chercheurs, élus, tous autour d'une table pour discuter, co-construire cette recherche ensemble. Et puis, c'est aussi réaliser des arpentages, des entretiens, une ethnographie qui a été proposée par l'équipe locale, et puis également, on l'a dit, de pouvoir produire des connaissances qui seront demain accessibles pour vous, puisque à l'issue de ce séminaire de co-construction, l'équipe de chercheurs vous proposera 3 supports, une note pour décideurs, avec des grandes conclusions associées à ce travail de recherche, avec aussi des préconisations qui vous seront proposées pour travailler, dépasser ce modèle, et puis également un rapport, une publication aux éditions Autrement, qu'on aura le plaisir d'éditer dans les prochains mois sur la commune d'Arvieux, passant de l'étude de cas que nous venons de mener à un cas d'école au plan national, et puis enfin souligner ce film avec l'agence Capapresse qui sera disponible et qu'on aura le plaisir, et je vous en remercie monsieur le maire, de nous faire la joie de le projeter au sein de cet établissement. Et puis enfin, également souligner que si on a une démarche à Arvieux, on en a également dans 35 autres petites villes en France sur des thématiques très diverses et qui nous amènent à sillonner la France à travers ce programme, et que nous aurons également ces 35 séminaires de co-construction qui mettront en débat les résultats de la recherche. Donc n'hésitez pas à intervenir, poser vos questions, compléter, corriger d'une certaine manière. Et puis également un temps pour mettre en perspective ce travail localement avec d'autres communes, puisque c'est aussi de pouvoir réinsérer finalement dans le champ des débats ce que nous on aura pu travailler ici. Voilà, merci en tout cas pour ces 2 très belles journées que nous avons vécues. Merci également de nous avoir ouvert le capot de la voiture d'Arvieux, nous permettant de mieux comprendre comment fonctionnait votre territoire. Merci d'avoir révélé la boîte noire du fonctionnement de votre territoire, et qui nous montre à quel point il y a un enjeu aujourd'hui à construire une différenciation territoriale et à bien l'analyser. C'est ce que nous tentons de faire à travers la plateforme POPSU du PUCA. Merci.
Donc, merci Monsieur le maire, merci Jean-Baptiste. Alors, peut-être une petite présentation, vous nous connaissez déjà, mais pour ceux qui sont à distance, donc l'équipe de recherche, nous sommes Alessia Debiaz, directrice du laboratoire ELA, César Galvez, doctorant au laboratoire Pacte, et puis moi-même, enseignante-chercheuse à l'Institut d'urbanisme d'Aix-Marseille. Donc, aujourd'hui, nous allons vous faire une restitution de l'atelier de co-construction, qui n'est pas donc la restitution de toute la recherche que nous ferons certainement dans un deuxième moment. Donc cet atelier s'est déroulé aujourd'hui, ce matin et hier après-midi. Vous y avez participé, vous, dans la salle. Les personnes à distance vont donc découvrir un peu ce que l'on a fait. Donc on fera un peu un petit résumé de tout ce qu'on a fait depuis hier. Donc, je prends la maîtrise de la présentation. Donc, c'est un atelier de co-construction qui s'insère dans un projet dont le titre était « Territoire numérique entre ruralité et urbanité », point d'interrogation, étude sur l'impact de l'innovation numérique dans la commune rurale d'Arvieux. Comme ça a été évoqué rapidement, donc comment nous en avons fait ce projet, je fais juste un petit point là-dessus. Nous l'avons démarré donc en janvier 2020. Et nous sommes venus sur le terrain pendant 5 fois, donc pour faire des entretiens avec vous qui êtes dans la salle. Et peut-être petit élément de contexte pour les personnes à distance, nous avons notamment interrogé divers types d'acteurs, à la fois des acteurs publics, des acteurs économiques, mais aussi des associations et aussi des habitants qui n'est ni dans des associations, ni dans les bureaux de la mairie. Donc nous avons essayé d'avoir un panel le plus large possible de vos témoignages. Et ce qui nous intéressait le plus, c'était de comprendre comment des initiatives telles celles que nous connaissons à Arvieux, que le maire a expliqué tout à l'heure, peuvent émerger. Et puis aussi, on s'est interrogé dans un deuxième moment sur les modes de vie que cela enclenche. Est-ce qu'il y avait des transformations ou pas dans les modes de vie à Arvieux ? Donc, pour contextualiser aussi l'atelier que nous avons fait ensemble, puisque donc, vous avez participé avec nous pendant ces 2 jours et nous vous remercions, mais vous l'avez fait un peu à l'aveugle. C'est-à-dire, on vous a dit, allez, venez avec nous, on va travailler sur des choses. Et vous savez, on vous a présenté des mots, des concepts, sans vous dire d'où cela émergeait. Donc, ça nous a semblé important de restituer cela pour donc vous montrer le cheminement qui nous a amenés à faire cet atelier ensemble. Donc, au tout début, on était sur le terrain, on faisait les entretiens. Personnellement, je découvrais à Arvieux. César, il les connaissait déjà par cœur. Mais voilà, on était en train de découvrir le village. Et ce qui nous avait énormément étonnés, mais vraiment étonnés, c'était le foisonnement de projets qui étaient portés dans le village. Personnellement, et je le dis, je fais mes aveux, en tant qu'urbaine, je ne m'attendais pas à ce qu'un village puisse être si dynamique. Et donc, en partant de cette fabrique de projets qu'on voyait vraiment sur place se déployer de façon impressionnante, on avait essayé un peu de modéliser un réseau d'acteurs qui était à la base de ces projets. Et nous avons un peu essayé de créer des figures qui sont un peu caricaturales, si vous voulez. La figure, elle fait une synthèse des choses qui sont évidemment beaucoup plus complexes, mais qui nous semblaient être plutôt parlant de ce qui se crée sur les territoires arvieux. Donc d'un côté, nous avions évidemment les facilitateurs, qui pour nous étaient les maires. Il nous a été raconté plusieurs fois, il y a eu plusieurs maires qui ont eu vraiment une vision et qui ont voulu accompagner des initiatives qui semblaient absurdes pour un petit village comme Arvieux. On les appelait donc les facilitateurs, puisque c'est grâce à eux, tel que vous nous l'avez raconté, que certaines choses ont été possibles. Les maires, ils n'étaient pas tout seuls dans ces projets qui ont été enclenchés. Ils étaient évidemment accompagnés, voire même voilà, un peu les chefs de file, oui, stimulés par ceux qu'on a appelés les leaders. Donc les leaders, c'est un peu ces porteurs de projets qui venaient avec une idée forte sur le territoire et qui arrivaient même, ce qui nous a semblé intéressant, à avoir une perspective sur le village. Il ne s'agissait pas simplement d'ouvrir une entreprise, mais c'est des acteurs qui, en tout cas dans leur témoignage aussi, qui témoignent d'un engagement fort dans la vie locale. Donc l'enjeu, ce n'est pas juste ouvrir mon entreprise, mais c'est contribuer au fait que le village puisse continuer à survivre. Et sur ça, on y reviendra après.
À côté des leaders, les leaders, ce sont ceux qui sont là depuis déjà un petit moment, il y a aussi les blancs-becs. Les blancs-becs, c'est plutôt les futurs leaders, ou en tout cas ceux qui s'imaginent ou qui portent des initiatives fortes sur les territoires, mais qui viennent d'arriver. Ils doivent faire leurs épreuves. Ils doivent évidemment s'intégrer. Pour la plupart, il s'agissait de nouveaux habitants qui venaient d'arriver à Arvieux depuis quelques années. Mais cela ne suffisait pas à expliquer l'émergence de ce projet, qui était foisonnant. Donc, il y a deux autres figures qui, pour nous, étaient fondamentales à faire émerger. D'un côté, les bénévoles. Donc, il y a tout un mouvement citoyen qui est vraiment très, très fort et très impressionnant, qui nous a questionnés, qui, au début, nous a un peu questionnés sur, quelque part, quel prix a-t-elle l'innovation ? Peut-on faire de l'innovation, disons, avec que des salaires ? Est-ce que cela suffit, avec des personnes qui sont mandatées pour le faire ? Ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui interviennent ? Et à Arvieux, nous a semblé fondamental le fait que, en fait, sans bénévoles, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, il paraît, ne serait pas possible. Donc, il y avait vraiment une figure très forte autour de ces bénévoles. Et puis, on les a mises au centre. Et je dis mises parce que pour la plupart, c'est des figures féminines, des acteurs incontournables de tout cela, qu'on a voulu appeler les connecteurs. Donc, pour la plupart, c'est, comme je l'ai dit, des figures féminines qui font un travail de mise en relation entre tous ces acteurs, les nouveaux arrivants, ceux qui sont là depuis toujours, les agriculteurs aussi parfois, voire toujours, les maires évidemment. Donc, c'est vraiment des figures qui sont au cœur et qui nous ont questionnés, disons, dans leur action, si vous voulez, sociale, qu'elles jouent dans le village. Bien que cette figure-là d'accompagnement social n'a pas été, en tout cas à l'origine de ces projets, n'était pas assumée en tant que telle. Aujourd'hui, c'est amené à la reconnaissance d'un poste autour de cela, mais au début, ce n'était pas si évident, en tout cas, si vous voulez, dans ce qu'on peut analyser comme action publique. Donc, vu ce petit et grand réseau d'acteurs, cela donc nous a fait émerger deux thèmes qu'on a voulu donc questionner avec vous. D'un côté, la question de l'accueil, donc qui émerge un peu des deux figures que je viens d'exposer, les bénévoles et les connecteurs. Donc, il y a toute la question de l'accueil qui a commencé à nous interroger. Et puis, évidemment, la question de l'attractivité, qui donc touche plutôt aux trois autres acteurs, ceux qui enclenchent un peu les dynamiques. Et ces deux thèmes, ceux de l'accueil et de l'attractivité, qu'on les a pris parce qu'ils questionnent. Donc, vous le savez, on y a travaillé ensemble, on les a pris pour les questionner et pas pour les prendre en tant que catégorie d'analyse. Donc là, on rentre plus dans le vif de notre atelier, qui donc a visé à se demander de quelle manière donc, les dynamiques d'attractivité et d'accueil sont-elles les miroirs de la transformation de la ruralité contemporaine, en partant évidemment du cas d'étude d'Arvieux. Donc là, on va les traverser une après l'autre. Peut-être un petit mot de contexte pour ceux qui sont à distance. Donc, qu'avons-nous fait pendant ces 2 journées ? Un peu la méthode qu'on employait, c'était de sortir des mots de l'enquête, donc des mots des entretiens qu'on avait fait avec vous. Vous les avez vus, on avait une liste de 60 mots qui sortaient des entretiens. Donc, ce n'est pas des mots que nous-mêmes avons plaqués de dehors, mais qui ressortaient de vos entretiens. On a fait un travail très conséquent de créer des familles des mots. Donc, on partait d'un mot et on demandait à tout le monde d'y agréger un autre mot qui faisait écho à ceux que notre voisin avait dit juste avant nous. Une fois que nous avons fait ces familles, on a essayé de leur donner des thématiques qu'on verra après. Et puis aujourd'hui, chose qui a été très, très intéressante, on vous a demandé de nous faire des exemples à partir de ce mot. Par exemple, le mot attractivité, ce n'était pas un des mots, mais c'est pour donner un exemple. On a demandé aux personnes qui participaient à l'atelier de nous dire un exemple de l'attractivité dans le passé et un exemple de l'attractivité dans le présent. Cela, à quoi nous servait ? C'était surtout voir donc des trajectoires de ces mots, de ces questions. Donc comment, on l'a dit dans la question, ce qui nous interroge, c'est voir, y a-t-il des transformations et si oui, lesquelles ? Et donc ce jeu entre passé et présent nous servait à comprendre s'il y avait donc justement des trajectoires. Et puis enfin, on en a sorti des enjeux qu'on va vous présenter à l'instant. Donc on commence par l'accueil, je laisse la parole
Donc, bonjour à vous tous, bonjour aussi les personnes qui nous écoutent. Donc, au niveau de l'accueil, le questionnement qui est ressorti et sur lequel je vais toucher un mot sur le côté numérique qui rentre dans le questionnement d'Hervieux. Donc là, je vous présente une carte qui est issue et du travail qu'on a fait avec le POPSU et du cadre de ma thèse. C'est une carte qui illustre, il y a deux dimensions que je souhaitais partager avec vous. La dimension en couleur, vous voyez qu'il y a un dégradé du vert vers le rouge et qui s'avère être les prix de l'immobilier sur la commune. Là, vous pouvez observer autour du lac un rouge assez foncé qui s'estompe vers les verts dans le sud de la commune. Ça veut tout simplement dire la moyenne, la fourchette des prix qu'on a pu trouver au niveau du prix de l'immobilier. Entre 640 euros, ça va être des prix proposés par des agences immobilières. Et les prix moyens au mètre carré de 1200. Et pour aller jusqu'au prix les plus élevés, qui est de 2740 euros. Et là, vous le voyez, c'est rouge, bien foncé, bien pétant, ça va se retrouver davantage autour du lac. Mais par ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a des petits ronds orange autour de ça. Qu'est-ce que j'ai croisé dans cette dimension-là? J'ai croisé les vitesses d'Internet, là où ça fonctionnait le mieux, là où les gens pouvaient faire des choses avec Internet, et là où c'était très compliqué d'envoyer une photo, de faire une visio, etc. Et on a trouvé peut-être pas une corrélation cause-effet, mais quand on se retrouve du côté des Caplang, pour les personnes qui savent Caplang, et pour les personnes qui ne savent pas, Caplang, c'est un mot appartenant à la commune d'Hervieux, on se retrouve dans des partie du village de l'amont où on ne peut absolument pas aller sur Internet. On ne peut rien faire sur son téléphone, sauf si dernièrement on appartient à notre opérateur comme SFR. Mais pour ce qui concerne Orange, là vous le savez, pour les personnes qui habitent Caplang, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours. Et c'est très compliqué. Même chose si on monte du côté de Dour et après les moulins d'Angle. Donc du coup on se retrouve avec des vitesses très basses. Or, quand on se retrouve à côté du lac, et même dans certaines parties bien balisées du lac, c'est l'image à l'envers, au moins pour ce qui concerne le téléphone, on se retrouve avec des vitesses très élevées. Donc ça a été un cadre de questionnement, notamment par rapport à l'attractivité de ces lieux et l'accueil, notamment touristique, parce que vous le savez, notre infrastructure touristique sur Hervieux, elle est basée en grande partie autour du lac. Donc là, on pouvait voir qu'autour du lac, on pouvait générer énormément de contenu autour de cette structure touristique. Mais donc, du coup, ça ouvre aussi la question, en vous ayant parlé des prix de l'immobilier, à propos de cette question-là, l'habitat. Et on s'est questionné, je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on va vous présenter, que c'est une problématique qui est émergée par rapport à nos différentes discussions. Est-ce que cet habitat, il était impacté aussi par les réseaux? Et qu'est-ce que ça, dans la logique d'accueil qu'on le vit avec les personnes qui sont arrivées depuis peu, comment ils pouvaient se loger? Quelles ont été les alternatives, les pistes à développer par rapport à la question de l'habitat? Donc on va continuer la présentation avec Alessia qui va vous parler plus ponctuellement de cette question-là. Alors, je ne vais pas parler exclusivement de l'habitat, mais un peu des résultats qui sont sortis de la table, dont je remercie vraiment la participation de toutes les personnes qui étaient assises autour de ces mots du début qui étaient l'accueil. Donc, autour de ces 55 mots initiaux, nous avions choisi 3, après un long processus de négociation, nous avons choisi 3 centres dans lesquels on devait discuter aujourd'hui, mettre en commun des expériences et des exemples. Le premier mot, c'était le mot accompagnement. Je vous assure, au début, je me suis dit, accueil, accompagnement, on est dans des synonymies, etc. Et en fait, ce qui, tout de suite, m'a très surprise en travaillant sur ces questions-là, les temps a été expliqué de manière très fine. Il y a des temporalités qui ne sont pas les mêmes, dans le sens qu'il y a les temps de l'accueil et les temps de l'accompagnement, ce n'est pas la même chose.
C'est-à-dire que les temps de l'accueil, c'est certes celui du bienvenu, c'est celui de passer les premières informations, après la personne doit se prendre en charge aussi lui-même, mais les temps de l'accompagnement, on est dans les suivis, dans la durée, et c'est qu'on a dit à plusieurs reprises, on le retrouvera sur plusieurs thématiques, rien est acquis. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas une fois pour toutes. L'accompagnement, c'est une chose de longue durée. Et donc, cette question, qu'on la retrouvera aussi dans les conclusions du maintien, de la longue durée, d'un projet qui ne lance pas comme ça, et c'est tout, mais qui doit être suivi d'une mandature à l'autre, par exemple. Je trouve ça excellent. Et que nous avons eu autour de ces 2 tables 4 maires. Et ça aussi, c'est quand même extraordinaire. La première chose, donc, c'est dire, ces temps de l'accompagnement et de l'accueil sont des choses qui nous font ressortir. Ce que j'ai mis là comme ça, c'est la reconnaissance des savoir-faire et des savoir-être. J'ai essayé de le dire comme ça tout à l'heure. Donc, des savoir-faire qui, comme disait Ornella tout à l'heure, c'est une reconnaissance d'une professionnalisation qui s'est construite dans les 20 dernières années, de deux connectrices qui ont été capables vraiment de se construire et de construire un réseau, mais aussi de ces savoir-faire d'accompagner et de soutenir les projets. Dans le sens que ces savoir-faire-là, c'est mettre en contact et faire croiser les mondes avec tous les risques que cela amène. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître et il faut quand même le mettre en valeur, plus que peut-être il est aujourd'hui. La deuxième partie, c'est la reconnaissance du savoir-être. Et ces savoir-être, il nous a été dit avec plusieurs manières hier, c'était être des ambassadeurs, les ambassadeurs d'Arvieux. Quand il y a quelqu'un qui arrive, je lui présente tout de suite quelqu'un, etc. C'est-à-dire qu'il y a dans cet accompagnement, hier, dans la définition qu'on avait mise, c'était cette capacité individuelle et collective, et c'est cette articulation-là qui est vraiment très importante, c'est-à-dire qu'on ne donne pas, on ne laisse pas tout à la collectivité, mais il y a aussi une responsabilité personnelle, individuelle, de la part des habitants d'Arvieux à être ambassadeurs de ces lieux. Et dans ce savoir-être, il y a évidemment le rôle du bénévolat, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi construire au jour le jour et ne jamais donner pour acquise une culture de l'accueil. C'est-à-dire que cet accueil-là, cette manière de faire rentrer des nouveaux à l'intérieur de sa propre commune, c'est une construction qui s'est faite petit à petit le long des années, et c'est de l'expérience. Et ça, je pense que c'est ces deux-là, la question de la reconnaissance de ces moteurs, en fait aussi, je pense, de l'attractivité, comme on le verra par la suite, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, il y a cette échelle de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on dit, mais oui, mais on fonctionne, comment, dans quelle échelle, etc. Et 2 échelles sont sorties, c'est-à-dire c'est une échelle quotidienne, l'échelle du quotidien, l'effet que certaines relations, certains réseaux se mobilisent aussi parce qu'on se croise, on se voit tous les jours, on n'a pas besoin de prendre des rendez-vous à des longues dates, mais c'est vraiment le fait d'arriver à se croiser de manière simple et sans une artificialité, disons, qui est plutôt urbaine. Et évidemment, l'échelle humaine qui réduit, mais ça c'est vraiment entre guillemets, les choses aux relations. Hein. Ensuite, c'est qu'on a débattu aujourd'hui, et c'était autour des 2 autres mots qu'on a fait quand même. Aujourd'hui, c'était très intéressant parce que les trois familles qu'on avait trouvées hier, donc accompagnement, vivre les proximités et trouver sa place, on les a fait dialoguer ensemble avec tous ces exemples qui ont été apportés. En fait, c'est que aujourd'hui, de la table est sortie, c'est qu'il y avait, et ça on l'avait aussi remarqué dans des entretiens faits auparavant, d'aujourd'hui, il y a une espèce de école, entre guillemets, de se faire ensemble, dans le sens qu'il y a, depuis toujours,
des réseaux socioculturels à des différentes natures qui organisent, qui portent des projets pour organiser des fêtes, pour organiser des moments collectifs. Et bien ça, c'est ce qu'on a appelé un espace-temps initiatique, c'est-à-dire qu'on apprend à faire les choses ensemble. Et cette question de apprendre à faire les choses en main ensemble, c'est quelque chose qui a été évoqué à plusieurs reprises et qu'il n'y a pas simplement un espèce de pionniérisme toute seule. On a eu quelque chose il y a quelqu'un qui est un leader, mais qui a besoin d'être supporté, porté, et avec qui la personne peut travailler ensemble, porter des choses, porter des projets. Ensuite, lié à ça, bien évidemment, c'est construire une idée d'intérêt commun. Je pourrais dire général. Voilà, je ne l'ai pas dit parce que, on a sorti un intérêt commun aujourd'hui. Et donc, c'était outrepasser les intérêts individuels pour voir ce que chacun peut en tirer des nouvelles choses. Un exemple qui est sorti tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a dit « Mais moi, le numérique, je ne suis pas là-dedans, je suis une retraitée, ça ne m'intéresse pas le numérique, mais moi, du numérique, j'en tire qu'il y a plus de personnes. Donc, outrepasse mon intérêt personnel, le numérique, ce n'est pas dans ma vie quotidienne, mais je vois que le numérique amène ici des personnes. Et donc, cette idée de outrepasser des intérêts personnels, donc aller au-delà justement de ses propres enjeux, et pour voir qu'est-ce que cela amène. Donc, essayer, ça c'est une ouverture de regard, ça c'est quand même très important. Ensuite, sur cette question d'un intérêt commun, c'est le rôle de ce qu'en anthropologie on appelle les tiers inclus. C'est-à-dire, nous étions dans un territoire conflictuel et outre l'action publique, une des choses qui a permis aussi d'aller au-delà, d'outrepasser ces conflits, il y a eu la question du tiers inclus, c'est-à-dire des autres personnes qui sont arrivées et qui se sont installées, mais qui n'étaient pas héritiers de ces conflits. Ils ne connaissaient pas forcément ces conflits. Et l'enjeu, c'est de dire, mais comment moi je me place et quel rôle je peux jouer pour apaiser, outre la volonté de certains acteurs publics de faire sortir, d'aller au-delà de ces conflits, mais il y a eu un moment, une situation particulière dans laquelle des nouveaux arrivants avec des nouveaux projets se sont installés et qui ont permis aussi d'outrepasser le moment stagnant qui durait quand même depuis des décennies. Et enfin, c'est la question de cet intérêt commun autour de la mutualisation et de ce savoir partager et les savoirs, les compétences, etc., entre, par exemple, le monde rural et les mondes numériques. Par exemple, ce matin, un exemple, c'était je n'ai aucune compétence numérique, je sais que je voudrais faire un poste pour promouvoir ce que je produis, ben, j'y viens, je demande des compétences. Donc, c'est essayer de croiser et ces connecteurs permettent aussi, les connecteurs personnes, mais connecteurs aussi lieux, comme par exemple ici, permettent de faire croiser des mondes qui étaient inattendus. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, comme l'on a dit ce matin, qu'on a une espèce de monde qui ne se parle pas, des bulles qui ne se parlent pas. Et en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, mais ça, c'est quelque chose qui vient d'avant le numérique. Et le numérique, et j'arrive au dernier point, ce n'est qu'une des autres fondamentaux d'art vieux, dans le sens qu'il a un rôle comme les autres, il est intégré. Ce matin, j'ai beaucoup aimé, parce qu'après 2 jours de débat ensemble, les mots numériques n'étaient jamais sortis. Donc, tout à l'heure, on l'a sorti, et j'ai dit, mais vous n'avez jamais sorti le mot numérique? Et la réponse immédiate, c'était, mais oui, parce que c'est intégré. Donc, c'est ça qui est intéressant, dans le sens que comment l'on peut penser l'intégration, ben, c'est aussi parce qu'il y a un substrat de fondamentaux qui sont des relations sociales, une organisation sociale et animée du lieu qui permettent justement à ces projets
de prendre place, de prendre leur temps et leur développement. Voilà. Peut-être c'est... Non. C'est pas encore fini, mais je pense que y a un élément intéressant à souligner avant de continuer. Et dans ce que on a travaillé sur la place numérique d'Arvieux et il y a des choses très intéressantes concernant les noms et les noms des lieux. Et je pense que vous savez qu'on a un concurrent, un territoire qui a l'honneur de partager notre nom, mais avec un X à la fin. Donc là, s'il y a quelque chose qui est énormément ressorti sur l'analyse qu'on a effectuée, c'est le fait que il y a sur le numérique, il ne nous place pas géographiquement. Il y a les deux territoires qui se côtoient sur les réseaux. Donc c'est de là que l'importance de la création de contenu qui puisse soutenir la présence d'Arvieux, la création de cette île qui devrait être Arvieux sans X sur le web. Et c'est ce qui pose des problèmes assez importants, assez des fois comiques entre guillemets, du fait de voir par exemple des personnes qui souhaitaient se rendre à Arvieux, et même pour la présentation, et qui se sont retrouvés Arvieux avec X. Et c'est une problématique qu'on le trouve dans le numérique, et que ça impulse à la création de contenu. Si je vous montrais la carte tout à l'heure, c'est pour vous montrer qu'on a un potentiel de création de contenu sur certains territoires, mais que, et ça on l'évoquera après à un autre moment, et on a les réseaux, mais il manque le contenu, surtout pour contrepasser le fait qu'on se retrouve avec une concurrence territoriale et presque un homonyme. Mais bon, on continue sur la notion d'attractivité. Donc, je voulais toujours en parlant des cartes, c'est une carte qui parle beaucoup pour les personnes qui sont ici, mais pour les personnes qui sont loin, là, ça nous permet de faire une géolocalisation d'où nous nous trouvons. Donc, du coup, vous pouvez voir un orange plus clair, ce qui va être Rodez et sa petite couronne. Par la suite, c'est de donner les aires urbaines en 2010 autour de Rodez. Donc là, vous les connaissez. Mais pour les situer, vous pouvez voir les graphiques qu'on a autour. Là, le premier graphique tout en haut, c'est Arvieux. Et là, on croise deux dimensions différentes. D'un côté, en haut, il y a Arvieux et sa démographie. Les personnes, les habitants d'Arvieux. Vous pouvez voir qu'il y a une courbe descendante, mais qui est très douce et qui vient se stabiliser en 2017. Par la suite, on a les mêmes dimensions temporelles, parce que nous, on passe de 1968 jusqu'au 2017. C'est les données INSEE de 2017. Et là, vous pouvez observer Flavin, que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas le territoire, ça va être un village, une ville qui se retrouve plus proche de Rodez que d'Arvieux. Et là, vous pouvez voir la courbe de population comme elle monte, qui vient se stabiliser, pareil, entre 2012 et 2017. Et on finit par Rodez. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas forcément une courbe, là, il y a une tendance presque qui s'aplatit, voire qui se réduit. Mais ce qui va être vraiment intéressant, et ça, on remercie la mairie, le Cantou, de nous avoir fourni ces données, c'est que vous pouvez observer à partir de 2016 le nombre de familles qui se sont installées. C'est vraiment très intéressant, 55 familles. Cela représente 28 enfants, 89 adultes, en total 118 personnes. C'est vraiment une donnée très importante qui vient impacter énormément ce qu'on voit dans le graphique d'Arvieux. Là, ce que je pense qu'un des défis à l'avenir pour les organismes de dénombrement de population, ça va être observer justement ce qui se passe ici. Là, il y a un fait concret, peut-être politique. Est-ce qu'il faudrait croiser justement la donnée par rapport aux politiques? Pourquoi il y a eu analyser justement tous ces cas de nouvelles installations. Donc, on continue sur notre présentation, particulièrement pour l'attractivité. Donc, César juste une seconde. César le disait, pourquoi cela nous a intéressés? Parce que certes, il y a une question de chiffres, donc de baisse ou d'augmentation de la démographie,
Mais pour autant, il y avait quand même un discours quand on s'est rencontrés, on a fait des entretiens sur le fait que, par exemple, Flavin, bien qu'il aille augmenter ce nombre de la population, pour autant, il est plutôt perçu comme un village mort, un village dortoir, n'est-ce pas? Alors que Arvieux, tout en perdant ses habitants, il y avait tout un autre récit qui se construisait. Et cela nous a semblé intéressant par rapport aux thématiques qu'on a travaillées ensemble, qui ont été 3. Donc l'éloignement comme une opportunité, j'y reviendrai après sur les thèmes que cela a évoqués, le fait de relever ensemble des défis, et puis un esprit de village. Donc vous le savez, on a eu du mal à négocier, donc on a tout gardé et on a créé des grands thèmes. Donc ces grands thèmes nous amènent à plusieurs réflexions. Donc d'un côté, on revient peut-être à l'origine de l'atelier, donc pourquoi prendre la question de l'attractivité pour un petit village de 800 habitants. Cela nous semblait intéressant justement pour questionner la question de l'attractivité, et ce qu'on a fait ensemble, il l'a démontré. C'est-à-dire, dans nos échanges d'hier et d'aujourd'hui, ressortait que l'enjeu, ce n'était pas tant celui d'être attractif dans le sens, dans la logique plutôt urbaine et métropolitaine qu'on connaît de l'attractivité, c'est-à-dire augmenter, attirer, grandir. L'enjeu d'Arvieux, ce n'est pas celui-là, mais c'est plutôt celui de rester petit. Donc cela nous avait semblé très important à souligner, et certains de vous l'ont voulu qualifier comme peut-être plutôt des politiques d'équilibre. Donc un peu quelque part contrer les logiques des politiques d'attractivité pour... alors est-ce que c'est une question d'équilibre, est-ce que c'est une question de maintien, mais en tout cas ce qui était important, c'était de garder cette petite dimension d'Arvieux en tant que petite. Donc pourquoi on a montré la carte de tout à l'heure? C'est que justement, Arvieux ne veut pas, tel que vous nous l'avez témoigné, devenir Flavin. L'enjeu, ce n'est pas de doubler, triplifier, je ne sais pas si c'est du français, triplier le nombre de la population. L'enjeu n'est pas celui-là, mais c'est plutôt de maintenir un petit village. Ce qui était intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on a découvert aussi auprès des nouveaux habitants. Quand nous avons fait les entretiens, la plupart des nouveaux habitants venaient soit d'une expérience dans l'enfance de la ruralité, ou alors avaient fait un passage, avaient habité en ville, et puis avaient fait un passage dans des petites communes rurales. Par contre, c'était des communes rurales qui s'étaient fait rattraper par la périurbanisation. Et donc la plupart des nouveaux habitants qui sont arrivés à Arvieux ont fui la périurbanisation. Ça, du coup, venait appuyer ce qu'on a vu aujourd'hui, l'importance de la dimension petite et rurale qu'est l'Arvieux face à plutôt d'autres tendances nationales qu'on connaît, telles que la périurbanisation. Par contre, c'est là, vous le savez, on a beaucoup parlé en gros, de la part des politiques structurantes et des stratégies nationales aussi, nationales ou régionales ou départementales. Le risque était aussi celui d'un risque d'une mise en concurrence entre des territoires. Certains de vous l'ont dit ce matin, hier, il y a 30 000 petits villages en France. Donc la question de l'attractivité, c'est quelque part un peu une bataille entre les villages qui doivent attirer. Qui va attirer plus quels habitants? Donc cela nous semblait quelque chose à souligner comme un risque, donc une mise en concurrence entre déjà des territoires, déjà des villages entre eux, mais aussi des effets qui nous semblaient encore plus pervers, si l'on veut, c'est celui d'une concurrence entre des villages et des villes. Vous le savez, et nous l'avons découvert avec vous, le tiers-lieu d'Arvieux est mis en concurrence par des appels à projets, des financements, avec des tiers-lieux qui se retrouvent en ville. Donc peut-on comparer ou mettre en concurrence un village avec une ville? Cela nous a questionné. Ensuite, de là est sortie une réflexion qui nous est semblée vraiment très, très structurante pour le travail qu'on fait ici, c'est la question de l'éloignement. Alors, au début, il nous semblait évident de parler de l'éloignement au sein de l'atelier. Et puis, petit à petit, en échangeant avec vous, finalement, tout le monde disait qu'il ne percevait pas l'éloignement comme une contrainte, comme un problème. Donc ça aussi, nous, en tant qu'urbains, encore une fois, ça nous a beaucoup questionné. Et donc, vous nous avez expliqué comment, finalement, l'éloignement, ce n'est pas... Enfin, puisque c'est une contrainte, devient une opportunité. Donc, puisqu'on est éloigné, on va créer des projets ici, puisque ce n'est pas automatiquement que les choses vont venir vers nous, on va nous les appeler. On va créer des projets, on va créer des concerts, on va créer des tiers-lieux.
Cela donc montre l'émergence, donc qu'on a dit en introduction, d'une émergence foisonnante de projets qui se font certes par un support des acteurs, enfin une vision aussi des acteurs locaux, mais aussi des acteurs économiques, et puis l'on a dit des citoyens et énormément d'associations et de bénévoles. C'était intéressant, quelqu'un de vous a dit aujourd'hui que finalement les bénévoles, quelque part, peut être une certaine délégation de l'action publique. On a eu un échange très intéressant sur la... Vous vous rappelez, on a eu un échange fort sur la question du budget de fonctionnement et d'investissement. On le voit à Arvieux, il y a énormément de... la salle où nous sommes aujourd'hui, le tiers-lieu. Il y a donc des investissements, un budget d'investissement important qui est fait, donc des lieux concrets, matériels qui existent. Mais on s'est posé la question, qu'en est-il du budget de fonctionnement qui peut permettre finalement à ces lieux de vivre? Et ce que j'ai trouvé intéressant, nous on était plutôt pour dire en fait il y a un besoin de financement dans le fonctionnement qui permettent à ces projets de vivre. Et ce qui était très intéressant, c'est que vous nous avez dit, c'est pas forcément. En fait, le risque d'un budget de fonctionnement, c'est que, si ce budget-là disparaît, tout disparaît. Et deux, le fait de ne pas avoir un budget de fonctionnement nous permet aussi de nous activer et de créer donc cet esprit de village, cette dynamique de projet, donc de faire vivre le village. Cela ne veut pas dire que Arvieux ne veut pas un budget de fonctionnement, mais c'était intéressant de garder la tension entre les choses. Autre chose intéressante que le projet, que l'atelier a permis de mettre en tension, c'est la question de l'innovation. On en est arrivé ensemble à dire que finalement, le tiers-lieu d'Arvieux n'est pas un modèle. Il ne faut pas qu'il devienne un modèle. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est ce qu'Alessia aussi a évoqué tout à l'heure. Il y a tout un substrat qui fait que le tiers-lieu a un sens à Arvieux. Encore une fois, la question n'est pas le numérique, mais c'est plutôt un substrat, on l'a nommé aujourd'hui. Il y a quand même un fonds de financier plutôt important de la commune, grâce au barrage EDF, etc. Il y a des activités économiques plutôt diversifiées, un terreau socioculturel très, très impressionnant, très fort, et puis aussi la question de l'éloignement, qu'on a dit que finalement est une force. Donc, faut-il se dire d'ouvrir, puisque, on le sait, on prend Arvieux comme un exemple à niveau national, donc faut-il maintenant ouvrir des tiers-lieux numériques dans tous les villages de France? La réponse est pas forcément. Puisque, par exemple, un village qui se trouverait plutôt très proche d'une ville ne pourrait pas profiter de ce qu'Arvieux a pu profiter. C'est-à-dire le tiers-lieu Arvieux fonctionne grâce à son éloignement aussi. Donc voilà, un peu les questions qu'on évoquait tout à l'heure sur la périurbanisation. Oui, une autre petite chose à ajouter sur l'innovation aussi qui nous semble intéressante, c'est que, alors ça c'est une erreur que nous-mêmes avons fait en tant que chercheurs, c'est-à-dire nous avons publié un petit article sur Arvieux où nous avons qualifié un des acteurs économiques les plus importants sur la commune de start-up. Et cela n'est pas le cas. Donc il s'agit d'un acteur économique qui n'est pas une start-up, mais qui est une coopérative. Donc ça, c'est pour aller toujours dans le sens d'une critique vers l'imaginaire pesant qu'on a de l'innovation. Donc innovation égale start-up, égale tiers-lieu. En fait, cela n'est pas le cas. Et le fait que l'acteur économique local ne soit pas une start-up, mais soit une coopérative, vous le savez mieux que nous, permet aussi d'injecter toute puisque une des choix de cette coopérative est aussi de financer des projets de la commune avec l'excédent de son bénéfice. Donc cela n'est pas la logique d'une start-up, par exemple. Donc, voilà, ça c'était aussi quelque chose d'important à souligner pour une critique de l'innovation et l'imaginaire qui va avec. Parlons d'imaginaire, une question que peut-être on a un peu moins évoquée dans l'atelier, mais que nous semblait, parce que nous aussi dans l'atelier, on n'a presque jamais parlé du numérique. Or, on sait que Arvieux est partout en dehors du village, raconté comme le village numérique. Et donc le risque qu'il y a un sur-récit, donc un récit trop surplombant sur le numérique qui efface d'autres réalités du territoire, dont évidemment, dont notamment celle du milieu agricole où nous sommes. Donc aujourd'hui, nous l'avons beaucoup évoqué, ce qui nous amène à la dernière thématique, celle d'être aujourd'hui dans un présent foisonnant à Arvieux, mais qui est aussi fragile. Nous avons évoqué des fragilités importantes dans le sens à prendre en compte. Celle d'un risque, d'une distance entre le monde agricole et les autres habitants. Nous l'avons détaillé aujourd'hui avec vous.
un manque d'équilibre aussi entre le centre-bourg, le centre du village et les autres hameaux, qui donc ne bénéficient pas, pour l'instant, de toute l'animation qui se trouve plutôt dans le centre-bourg. Et puis aussi, le risque, quelque part, de mettre beaucoup d'énergie dans les nouvelles initiatives, et donc un risque d'oublier un peu les traditionnels. Nous avons évoqué aujourd'hui des exemples d'activités traditionnelles qui peuvent risquer de peut-être disparaître. Donc, cela étant, nous l'avons dit en introduction, il s'agissait d'une restitution de l'atelier que nous avons fait ensemble, sur lequel nous pouvons aussi continuer à débattre entre vous dans la salle et les personnes aussi qui sont à distance. Ce n'était pas une restitution du projet final, mais on vous remercie énormément du travail qu'on a fait ensemble, puisqu'il nous permet de nourrir deux grandes questions qu'on va essayer de creuser donc, pour notre rapport final, et qui donc, se relient à tout ce qu'on a dit jusqu'à là. D'un côté, je pars de la deuxième. Donc, d'un côté, ce que je venais d'évoquer, une mise en critique des logiques d'attractivité face aux petits territoires tels qu'Arvieux, et donc réfléchir plutôt à des politiques de maintien, voire d'équilibre. Et donc, comme le disait quelqu'un aujourd'hui, qui viserait plutôt à l'accompagnement plutôt que l'encadrement, ce qui n'est pas pareil d'un point de vue des politiques étatiques. Et puis, et donc là j'en viens à la première, quelque chose qui nous semble assez flagrant de tout ce qu'on s'est dit ces 2 jours, c'est sortir d'une vision du numérique comme quelque chose de réseautique, du câblage, et donc penser l'aménagement numérique des territoires plutôt par une approche systémique et multisectorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire un projet qui mobilise le numérique, mais en parallèle, faudra-t-il aussi penser à l'habitat, à la mobilité, à la question de l'agriculture ici, à la question économique, à l'animation socioculturelle, à l'accompagnement social, etc., etc. Donc, on conclut sur cela, et on vous remercie pour votre écoute. Et s'il y a je ne sais pas si on commence par des questions à distance ou dans la salle, mais voilà. Et merci vraiment à vous pour avoir participé et nous avoir permis d'avoir compris tout ça, surtout. Donc, alors, peut-être comme les gens dans la salle, en fait, c'est les gens avec lesquels on a réfléchi. Peut-être il y a d'abord des questions à distance pour les personnes qui ont découvert cet atelier de co-construction. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Bon, moi, je veux bien réagir. Je ne sais pas si tout le monde m'entendait. Oui. Hélène Pasquine, donc la directrice du PUCA, pour vous remercier d'abord et vous féliciter pour ce travail de co-construction vraiment intéressant et remarquable aussi dans un contexte depuis le début de l'année très compliqué pour faire des visites de terrain. Vous dire aussi qu'on a déjà beaucoup de matière et je trouve que cette restitution, notamment cette dernière partie, était très claire sur finalement ce qu'il faut retenir de cet exercice d'étude de cas. Et c'est frappant effectivement que c'est moins la dimension ville numérique ou ville intelligente ou des questions qu'on aurait pu poser comme ça dans le monde professionnel de l'urbanisme ou de la ville, que des questions de cohésion du territoire, de relations aux autres et de coopération interterritoriale qui se posent et qui sont soulevées notamment par les personnes présentes sur place. Et je trouve que c'est une vraie leçon pour nous autres Parisiens, si je puis dire, puisqu'en plus je parle de Paris avec un plan de Paris derrière moi. Mais enfin voilà, nous qui sommes un peu plongés dans ces concepts de smart city, voilà, d'outils numériques, de plateformes, de trottinettes électriques. Je trouve ça très intéressant de regarder depuis une ville comme Arvieux ces solutions numériques comme plutôt un objet réellement de cohésion locale, de cohésion sociale et de politique d'attractivité d'une certaine manière, même si je comprends que c'est pas exactement comme ça qu'il faut décrire le sujet. Donc, et puis l'autre point qui m'a vraiment frappé et intéressé, c'est cette idée que il n'y a pas le souhait de faire modèle finalement. Il se trouve qu'on a choisi un chemin et qu'il est original et qu'il a produit ses effets. C'est pas forcément, en tout cas vu du terrain, l'idée de faire école ou d'être répliqué. C'est une question d'ailleurs intéressante parce qu'elle peut être comprise ou prise différemment d'autres terrains. Alors, d'autres terrains voudraient peut-être obtenir les mêmes résultats et donc utiliser cet exemple comme un exemple. Mais je trouve que de ce point de vue, la recherche embarquée vraiment
sur le territoire apporte un regard absolument essentiel et très intéressant. Et donc, je suis très en attente de la suite, même si j'espère en tout cas que pour le maire que je salue et toutes les personnes présentes localement, ces premiers travaux collectifs ont déjà éveillé un peu des questions nouvelles et puis peut-être des idées sur le terrain, qui est quand même un terrain où finalement presque tout le monde se connaît, j'imagine, ou en tout cas largement. Et donc, ça peut soulever aussi des projets, des initiatives nouvelles. Et c'est vraiment le sens de ces recherches que d'être à la fois une fenêtre sur comment on comprend le fonctionnement des territoires à l'échelle nationale et donc ouverte sur le monde professionnel et académique, et aussi un lieu de réflexion très, très ancré au sein des territoires où sont menées ces recherches-actions. Voilà. Bon, j'ai pas vraiment de questions particulières. Moi, je trouve que vous avez été très clair. Et en particulier, j'ai trouvé cette dernière partie de présentation vraiment très, très parlante. Bravo et merci à vous. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps, donc voilà, je m'en excuse par avance. Si je peux, alors là, peut-être plutôt poser une question, parce que j'ai trouvé la livraison d'autant plus intéressante qu'elle fait écho à des recherches un peu comparables que j'avais conduites sur un site tout à fait différent dans une autre région. Il s'agissait de Parthenay, de ville numérique, et c'était dans le milieu des années 90. Et on s'était posé toute une série de questions qui sont assez proches de celles auxquelles vous êtes confrontés maintenant. Et on avait construit notre démarche de façon assez similaire aussi par ailleurs. En particulier, on avait effectivement essayé de construire un système d'acteurs avec les grandes typologies pas les mêmes noms, bien sûr, ou pas les mêmes familles, mais des choses qui sont de même nature. Et donc, je voudrais revenir sur le point que vient d'évoquer Hélène Pesquine à l'instant, sur le fait que vous ne construisez pas la démarche sur le principe qui consisterait à isoler un modèle. Bon, ça, je crois qu'effectivement, peut-être que les territoires ont beaucoup appris que le fait de se positionner comme modèle les fragilise dans un certain nombre de circonstances, parce qu'il y a toute une série de contraintes qui sont liées à la formalisation d'un modèle et puis à sa durée dans le temps. Et précisément, ma question, c'est, dans le système d'acteurs tel qu'il est évoqué, qui est tout à fait intéressant, on pourrait se poser la question de sa fragilité. C'est-à-dire si en gros, si on enlève une catégorie, ou si on enlève un type d'acteur, ou si on enlève tel ou tel acteur dans telle catégorie, qu'est-ce qui se passe? Et en gros, là, on voit bien que, pas en termes de modèle de développement, plutôt en termes d'anti-modèle de développement, eh bien, on voit bien qu'il y a toute une série de fragilités. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des leaders, mais il y en a certains qui peuvent avoir un rôle plus moteur que d'autres. Et quand il y en a un qui passe la main, qui disparaît, qui va ailleurs, que se passe-t-il? Du coup, l'appréciation de ce type de projet dans la durée est très intéressant, et confronter le cas d'Arvieux avec, par exemple, le cas de Parthenay, il y a maintenant près de 30 ans, et vraiment, ça pourrait être passionnant, parce que le cas de Parthenay nous montre un système d'acteurs extrêmement complexe. Alors, c'était une bourgade plus importante qu'Arvieux, nettement plus importante, puisqu'avec l'intercommunalité, c'était à peu près 20 000 habitants, et la commune, 12 000 habitants. Et quoi qu'il en soit, même si le système d'acteurs était plus intriqué, s'il y avait plus de capacité à que tel ou tel acteur se substitue à tel ou tel acteur qui ferait carence à un moment donné ou qui serait absent à tel ou tel moment, il n'empêche que les élections de 2001, qui marquent la fin du mandat du maire porteur, d'initiateur, promoteur du projet Michel Hervé, et son remplacement par une autre, le résultat est très intéressant. Ça n'a pas abouti à la disparition du modèle de développement parthenésien, mais à sa reconfiguration complète. Et donc, du coup, on voit bien que il y a un fameux adage, personne n'est indispensable. C'est pas comme ça que ça se passe. Les systèmes d'acteurs se construisent autour des acteurs et des actions qu'ils déploient. Et donc, du coup, je crois que c'est intéressant, justement là où on est dans un système d'acteurs où le nombre d'acteurs lui-même est de taille beaucoup plus réduite, où ça repose aussi, comme l'a dit Ornella, sur la mobilisation des bénévoles. Que se passe-t-il s'il y a des changements qui s'opèrent, s'il y a des mutations, des évolutions dans un sens ou dans un autre? Est-ce que le modèle peut se reproduire ailleurs, peut se recomposer? Est-ce qu'il peut disparaître? Pardon, je dis modèle alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment... Mais ça, c'est toute la difficulté, précisément quand on est sur de l'analyse du développement territorial. C'est est-ce qu'on est sur ce qu'on appelait un modèle, quelque chose qui s'ancre dans une pratique qui pourrait être éventuellement recomposée ailleurs, ou est-ce qu'on est sur une niche, quelque chose d'un petit peu, unique en son genre, et que ça fonctionne précisément parce que c'est unique. Mais la tension entre ce qu'on pourrait appeler la niche
d'un système d'acteurs et un modèle, je crois qu'elle est à interroger, elle est intéressante. Qu'il y a des passerelles. Il y a des passerelles entre les bénévoles et les connecteurs, et il y a aussi des passerelles entre les blancs-becs et les leaders. Donc finalement, je ne suis pas certaine que si un seul leader disparaisse, toute la dynamique de projet disparaît avec lui. Il y a certainement un risque, mais j'en suis pas sûre que c'est la seule issue possible. L'autre chose qui me semble importante à souligner, et c'est que nous avons évoqué tout à l'heure dans la présentation, c'est ces manifestations finalement socioculturelles qui structurent le monde rural et qui font de espace-temps initiatique. Donc le fait que, en fait, on comprend et on commence à faire du projet quand à 18 ans, on fait la fête du village. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, très central sur la survie de ce type de réseaux et de modèles de fonctionnement, puisque c'est des réseaux, que ce soit les réseaux, il y a quelques années, plutôt liés à l'Église, par exemple, ou en tout cas à l'animation culturelle du milieu rural, et qui sont spécifiques au milieu rural, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on a une comparaison dans le monde urbain, qui permettent la formation de nouveaux porteurs de projets. Tous les interviewés qu'on a eus, que ce soit les leaders, les blancs-becs un peu moins, puisque c'est une autre génération, mais quelque part, ils passaient par ces terreaux socioculturels du milieu spécifique au milieu rural et qui était très fort. Et à mon avis, il faudrait plutôt pointer, quelque part, les risques de disparition de ces réseaux, en fait. Donc, alors, soit ils seront remplacés par quelque chose d'autre, question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais c'est plutôt, encore une fois, un risque de voir ces réseaux-là qui étaient structurants sur ces territoires disparaître et pas être remplacés par quelque chose d'autre. Donc, c'est un peu la source qui, moi, me questionne, la source qui fait naître ces projets, plutôt que vraiment la jonction des acteurs. La jonction, elle pourrait changer, mais le projet, il pourrait exister quand même s'il y a une source qui reste forte. Oui, qui reste solide. Voilà, on a un acteur dans la salle qui veut répondre. Bon, ça va. C'est prévu. Ok. En fait, moi, quand je suis arrivé, j'ai été intégré dans une association qui s'appelle le Comité des Fêtes. Donc, j'ai appris à faire plein de choses, gérer des fêtes, rencontrer les gens, etc. Donc, tu parles de ce milieu initiatique, c'est vrai. Et quand je suis arrivé avec quelque chose qui m'impressionnait, c'est que les présidents de cette association, ils avaient entre 25 et 30 ans. Certains n'étaient même pas nés là. C'était le cas d'un de mes associés. Et la présidence changeait à peu près tous les 2 ans. Donc, dans cette association qui était le terreau d'expérimentation de la vie collective, il y avait d'emblée, quand un acteur rentrait, il était déjà en transmission au futur président. Donc en fait, il y a une culture de la transmission qui est très forte. On en a la preuve aujourd'hui, et je crois que c'est très très rare. Vous nous direz, c'est que dans la même pièce, vous avez eu 4 maires successifs. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le suivant est toujours leur partenaire aujourd'hui. Il n'y a pas de rivalité. Donc, et la plupart des maires qui sont ici ont été maires et sont devenus conseillers municipaux, ce qui est très très dur en termes d'ego, en termes de... Donc il y a cette culture de la transmission qui est une culture de la vie, quelque part. Enfin, il faut transmettre les gènes. Enfin, c'est pas forcément des gènes, mais c'est des gènes culturels. Et là où on est menacé aujourd'hui, c'est que le terreau socio-culturel qui, à moi, était catholique, il y avait des équipes MRJC, des équipes, etc. Ben, aujourd'hui, on n'a quasiment plus que le sport, il me semble, pour l'apprentissage. Il y avait le Covid, ben, on a 2 ans d'apprentissage collectif qui s'est réduit à peau de chagrin, quoi. Donc, est-ce qu'on est menacé ou pas? Mais en tout cas, pour répondre à Emmanuel, des lieux
ou faire un collectif ou apprendre, ça nous semble presque penser ces lieux et faire que ce soit des lieux de plaisir, ça nous semble la solution la plus simple en fait pour garantir des transmissions. Pour compléter, par rapport à quelque chose qui était dit ce matin aussi, qui me semble important, c'est en faisant des exemples d'autres endroits, parce que dans les tables, on avait aussi des invités qui n'étaient pas d'Arvieux, et les jeux, c'était ça, c'était aussi de faire venir de regards autres. Les jeux, c'était de comprendre, est-ce que ça fonctionne, est-ce que les gens du jardin sont en micro-bulles, ils sont entre eux, etc. Est-ce que les agriculteurs sont entre eux, etc. Donc, est-ce qu'il y a ces sillons qui fonctionnent comme ça? Et en fait, tout de suite, l'idée, et je pense que c'est un peu en répondant à Vincent, c'est l'idée de, si on est ici, on est dans plusieurs mondes. C'est ça qui est l'intérêt. Dans le sens de dire, je ne suis pas simplement ici, je travaille, j'ai une entreprise, etc., mais je suis au même temps dans l'association de fêtes d'Arvieux, je suis dans notre association, je fais partie du syndicat, etc. C'est-à-dire que l'appartenance à avoir plusieurs casquettes permet aussi justement de ne pas réduire ces mondes-là et le risque de les perdre à quelque chose qui est univoque à une seule activité. Donc la force, c'est les substrats sociaux, c'est qu'on disait, et aussi la volonté des gens qui arrivent à s'engager dans d'autres choses qui ne sont pas simplement leur intérêt. C'est ça qui est quand même très intéressant à regarder et à remarquer. Peut-être il y a d'autres questions? Je lis rapidement le message. Grand merci à tous, élus, habitants, chercheurs, et bravo pour cet atelier et sa restitution très riche. Merci. Est-ce qu'à distance, vous avez des questions, des remarques aussi? Ce n'est pas forcément des questions. Des choses que celle-là vous a évoquées. Est-ce qu'il y a d'autres? Peut-être, voilà. On n'arrive pas là-haut. Merci. Si je peux juste témoigner, enfin apporter un petit élément supplémentaire par rapport à ce qu'a dit Vincent sur le fait que est-ce qu'effectivement aujourd'hui, si il y a peut-être des pierres angulaires un peu porteurs de toute cette dynamique qui se retire, est-ce que cet édifice va s'écrouler? Et je ne crois pas, pour deux raisons. Une qui est une espèce de fonctionnement du quotidien qui fait qu'effectivement, autour du jardin, mais autour d'Arvieux aussi, on a tout un tas de structures et d'équipements fonctionnels, mais qu'on a ce format d'entraide dont on a parlé, d'entraide et de proximité, qui fait que si jamais demain matin, techniquement, je ne peux pas venir ouvrir le Cantou parce que je suis malade, il y a peut-être 10 personnes que je peux appeler pour ouvrir le Cantou. Et ça ne sera pas forcément que les personnes qui sont sur le jardin d'Arvieux, mais je sais très bien qu'il y a des responsables associatifs, ou responsables ou pas d'ailleurs, ou des collègues commerçants, ou des collègues artisans ou quoi, qui, en allant toquer à la porte de la mairie, vont pouvoir prendre la clé et ouvrir à ma place. Et ça, c'est des petites choses au quotidien, mais qui font que du coup, on se sent à l'aise pour être ici ou pour être ailleurs à un moment donné où on a besoin d'un coup de main, quoi. Ça. Et le deuxième élément par rapport à cette question-là, c'était de se dire qu'on n'a pas la même vision et la même parole certainement aujourd'hui que ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on aurait pu avoir comme parole il y a 4 ou 5 ans en arrière. Parce qu'on a vraiment eu un bond très important d'arrivée de jeunes, plus jeunes que moi, de trentenaires, etc., qui sont arrivés avec tout un tas de compétences et de qualifications aujourd'hui et qui portent des projets et qui les coportent. Et on essaye, nous,
qui sommes là depuis quelque temps, de mettre plutôt de l'huile en fait là-dedans pour tout fluidifier, mais qui fait que de toute façon, ça peut pas s'arrêter demain, quoi. Voilà. Ça mettrait peut-être du temps, mais je pense que la nature a horreur du vide, et que si jamais c'est pas ça, ce sera autre chose, mais qui sera de toute façon empreint de cette histoire-là, comme Arvieux est aujourd'hui empreint du terreau qui existe ici depuis 25, 50 ou 100 ans avant nous, quoi. Moi, j'avais envie d'ajouter une chose. Alors, peut-être, je fais un peu du jargon de la discipline. Et d'ailleurs, ce n'est pas trop une réponse, c'est plutôt une question. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on a pu étudier à Arvieux, c'est une mise en tension et un questionnement du rapport entre le projet et la planification. En gros, entre des démarches structurantes et des démarches exceptionnelles. Et donc, le fait de se questionner, est-ce que c'est un modèle qui a des risques si l'un des acteurs... Enfin, un peu cet effort de modélisation, ou alors de se demander si Arvieux peut être transposé ailleurs, il me semble que ça évoque justement la question qui est au fond, sur laquelle on n'a pas encore une réponse et qu'on va y réfléchir pour le rapport. C'est justement ce rapport qui est complexe. Faut-il marcher seulement par projet, donc par l'exceptionnalité de la chose, ou faut-il interroger les politiques publiques, et donc des choses structurantes? Alors, la réponse, elle n'est pas finie. Je ne sais pas si l'enjeu, c'est plutôt un espèce d'équilibre entre les deux. On y trouvera une réponse. Mais je pense que ça évoque un peu... Enfin, ça fait écho à ce dont on parlait sous le modèle, l'exceptionnalité, la réplicabilité, etc. Et après, il y a une question... Il y a une question dans le chat. Oui. Alors, la question dans le chat, est-ce que la sociabilité des jeunes a été évoquée dans vos recherches? Alors, pas dans la recherche en tant que telle. On rappelle un peu que c'est quand même une recherche d'une année et qu'entre-temps, on a eu le Covid. Donc, on a aussi interrogé autant de personnes qu'on pouvait. Et le focus de notre recherche, ce n'était pas les jeunes. Après, par contre, on les a évoqués aujourd'hui. Mais il y avait quelques témoignages, je n'aurais pas envie d'en faire une analyse, c'était plutôt quelques informations sur le fait que peut-être aujourd'hui il y a une tendance un peu plus forte à ce que les jeunes trouvent leur sociabilité ailleurs. Notamment, il nous a été témoigné de Toulouse, voire même à l'étranger, évidemment. Mais je ne pense pas qu'il faut prendre ce témoignage comme le portrait de tous les jeunes d'Arvieux. Du coup, je serais un peu prudente là-dessus. Par contre, on a eu énormément de témoignages des personnes ici présentes sur leur jeunesse. Après, jeune, qu'est-ce qu'on entend par jeune? 30 ans, c'est jeune ou vieux? Ah. Finalement, venir à Arvieux peut signifier venir s'impliquer dans un collectif. Le numérique semble être un aspect parmi d'autres de ce qui fait qualité du lieu, de dynamique collective, une offre socioculturelle et progressivement des lieux du commun. Et une question, avez-vous identifié des réseaux, des ressources extérieures que les habitants mobilisent? J'aimerais répondre à la dernière. Et, je commencerai par la dernière. Avez-vous, par rapport au réseau et ressources extérieures, je pense que malgré la capacité qu'on a observé, que j'observe de ce qui peut être ce qui a été fait à Arvieux et de dynamisme et de se vouloir faire les choses parce qu'il fallait les faire, je pense que l'intelligence du territoire s'est basée sur le fait de toujours vouloir et travailler avec d'autres et de pas froisser les voisins, mais de les faire partager, d'être attentif à ce qui s'est fait à Trémouille, à ce qui s'est fait dans la Comcom, à ce qui s'est fait autour. Donc du coup, une grande intelligence que personnellement j'ai dû apprendre pendant mon séjour ici, c'est ça. On ne fonctionne pas tout seul, on doit voir ce qui se passe autour, on doit voir qu'est-ce qui fait les voisins et collaborer avec lui. Et ça va autant pour le côté géographique comme aussi le côté administratif. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Arvieux participe énormément avec la communauté de communes, mais aussi avec le département de l'Aveyron. Et rien que les outils de communication du département sont propulsés d'une certaine manière par Arvieux. Le fait qu'il y ait des bureaux de la Comcom, même du département ici, c'est un fait assez impressionnant. Donc non, je pense que le réseau, il est à l'intérieur, mais l'intelligence aussi, c'est d'avoir ouvert du réseau autour. Et ça, ouais.
j'ai envie d'ajouter une petite chose par rapport à ce qu'il disait César, et aussi une réflexion qu'on n'a pas mis là, parce qu'encore une fois, ce n'est pas la restitution du projet, mais des réflexions qu'on s'est posées sur la dimension territoriale du numérique. Est-ce que déjà, être en ville, être dans un territoire, il y a les mêmes logiques que du numérique? Et ce qui nous avait semblé très intéressant, c'était dans des témoignages qui nous parlaient de la cyberbase et surtout de la médiathèque, qui est quand même un équipement très exceptionnel pour une petite commune de 800 habitants. Et il y a certains de vous qui nous avaient raconté le fait qu'initialement, l'idée était plutôt de faire des formations qui pouvaient se déplacer d'un endroit à l'autre plutôt qu'avoir un bâtiment en soi. Et que, disons, les réponses supracommunales, donc qu'elles soient régionales, départementales ou étatiques, étaient plutôt... Enfin, en tout cas, ce fonctionnement-là ne rentrait pas dans les catégories classiques de il faut faire un équipement où il y a une porte et un agent. Et donc ça nous semble intéressant dans les logiques que disait César, qui est plutôt une logique territoriale des réseaux entre les villages. Alors certes, aujourd'hui, la médiathèque existe, heureusement, mais il reste cet effet pas de migration, mais de connexion entre les villages, de formations qui se font ailleurs, des personnes qui viennent. Et donc ça, je pense que c'est une caractéristique qu'on ne retrouve pas en ville, par exemple, où c'est plutôt le lieu est une centralité où tout le monde vient. Alors qu'ici, on est plutôt dans une logique des réseaux. Je voulais rajouter une chose par rapport à la question sur les collégiens et les lycéennes. Bon, là, certaines personnes ici, c'est leur cas. Et il y a un fait qui est très intéressant que j'ai pu partager avec les amis qu'on a tissé ici, c'est le fait que les collégiens, ils vivent là, et ils ont une vie, ils doivent se déplacer. C'est assez impressionnant. Ça m'a rappelé aussi la Colombie, de devoir faire une demi-heure, 40 minutes de bus pour aller jusqu'au collège, parce qu'il n'y a pas de collège dans Ravieux, mais il n'est pas loin. Mais donc ça pose aucun souci. Là, ça c'est fait, et ils sont habitués à faire ça, et tant mieux. Après, et ils s'intègrent quand même pas mal dans la vie d'Arvieux, mais le danger vient par la suite, le fait de passer au lycée. Le fait bon, là il y a malheureusement, heureusement, c'est pas un jugement, mais le lycée il n'est pas proche, il est à Rodez, voire ailleurs. Donc du coup, ça implique des déplacements beaucoup plus lourds, soit carrément être un internat ou carrément partir. Donc c'est peut-être une des fragilités à évaluer avec le temps. Mais là, par rapport à leur intégration et des lieux de vie, c'est très simple. Et les fêtes qu'il y a sur le territoire sont tellement attirantes qu'ils viennent. Et que malgré le fait qu'ils soient loin, ils s'identifient avec ça, et ils viennent, ils vont faire les 400 coups quand ils vont faire les conscrits, et ils vont faire les fêtes votives, ils sont là. Donc c'est ces éléments qui vont les rattacher encore. Donc peut-être on ne le saura pas là tous les jours, mais à ces moments qui sont clés, oui, on le saura, donc c'est essentiel. Si je viens interpréter, vous pouvez me dire si j'ai foiré l'interprétation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Nous ici dans la salle, on est quand même aussi très éprouvés par ces 2 journées collectives. Donc je ne sais pas si on se salue maintenant, si vous avez d'autres... Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'on dit. Ah, bien sûr. Après, en vrai, on le sait, tout à l'heure, dans les pauses, on a continué à réfléchir ensemble. Donc c'est l'échange entre nous, je pense qu'il ne s'arrête pas quand on éteint le micro. Oui, bonjour. Je pense qu'on a peut-être un petit peu juste oublié de parler en fait du fait que la créativité artistique, que ce soit amateur ou pour des professionnels, je pense que ces gens-là ont beaucoup dynamisé et étaient en demande, par exemple, de ce lieu qui est là, qui permet aussi des conférences. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que même quand il n'y avait peut-être pas grand-chose à vendre, qu'il n'y avait pas de productivité, il y a quand même eu une vie artistique. Et je pense que ça, c'est un lien énorme. Voilà.
on l'avait pas trop souligné. Bien sûr que je peux clôturer. Alors, on vous remercie beaucoup, les gens qui sont loin, qui nous écoutent de partout en France, peut-être aussi à l'extérieur, et aussi vous, surtout vous, que vous avez donné votre temps pendant ces 2 jours pour participer à la construction de nos données, de nos manières de nous interroger dans les prochains mois pour conclure cette recherche. Il nous fallait vous rencontrer. Il nous fallait mettre à l'épreuve un peu les intuitions, les hypothèses qu'on avait. Et pendant ces 2 jours, nous avons eu de la matière et on vous remercie vraiment beaucoup. C'est, comme je disais à l'introduction d'hier, en fait, ça me semble il y a une semaine, hier, on disait c'était une imposition faire en fait, c'est un format PopSu, mais en fait, c'est une imposition qui nous a servi à progresser. C'est un exercice auquel on n'y pense pas ou on y pense différemment, et surtout quand on fait du terrain. C'est pas facile mettre tous les interlocuteurs ensemble. Et c'est un exercice qui nous a servi pour voir justement qu'est-ce qui se passe entre l'échelle individuelle, celle de l'entretien, on dit des choses, et celle du collectif. C'est-à-dire que quand on est ensemble, on dit aussi d'autres choses. Et c'est très intéressant de voir comment cette échelle collective permet à la construction d'un récit commun, un récit qui s'est construit aussi dans ces territoires. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas, on n'y avait pas pensé. C'est grâce aussi à cette formule PopSu que nous avons eu cette occasion. Voilà, donc on vous remercie énormément de votre temps et de l'énergie que vous aviez donnée dans les débats entre les 2 tables. Et donc, on espère de vous voir bientôt et avec les conclusions finales de cette recherche. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.